la neige tombait doucement sur les rues pavées du petit village en Provence, une poussière scintillante qui transformait ce soir de décembre en quelque chose de féerique, presque irréel. Les guirlandes lumineuses de Noël, tendues entre les façades de pierre ocre des bâtiments anciens, projetaient des flaques de lumière dorée et ambrée sur les trottoirs où les derniers acheteurs se hâtaient, les bras chargés de paquets et le visage illuminé par l'anticipation joyeuse des fêtes. C'était une scène digne d'une carte postale, un concentré de chaleur humaine et de magie hivernale qui semblait narguer l'homme assis seul à une petite table en fer forgé à la terrasse du café du coin. Stéphane Dubois, 41 ans, observait ce ballet animé en serrant entre ses mains une tasse de café qui avait depuis longtemps perdu sa chaleur. Il était le PDG de l'une des entreprises technologiques les plus florissantes du pays, un nom qui apparaissait régulièrement dans les pages des Échos et dont les opinions faisaient fluctuer les marchés. Il portait un costume sur mesure d'un gris anthracite impeccable, une armure de laine fine coupée à la perfection qui criait le succès et le pouvoir. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec une précision méticuleuse, un détail qui, comme tout le reste chez lui, suggérait une attention obsessionnelle au contrôle et à l'image. Sur le papier, Stéphane Dubois possédait tout ce dont la plupart des gens ne faisaient que rêver. Un appartement de luxe à Paris, un penthouse avec des baies vitrées monumentales offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante. Une voiture de sport haut de gamme, dont le prix seul aurait pu acheter une villa dans ce même village provençal. Des investissements si judicieux qu'ils pourraient subvenir aux besoins de plusieurs générations après lui. Un succès professionnel absolu, mesurable, quantifiable, incontestable. Et pourtant, en cette veille de Noël, ce titan de l'industrie se retrouvait seul, à la table d'un café de village, à regarder les autres célébrer, sans aucun endroit où aller, sans personne qui l'attendait. C'était un paradoxe cruel et mordant. Ses parents étaient décédés à quelques mois d'intervalle des années auparavant, le laissant fils unique, sans famille proche pour partager les souvenirs ou créer de nouvelles traditions. Son ex-femme l'avait quitté 5 ans plus tôt, épuisé de passer systématiquement après son travail, las des heures interminables au bureau, des anniversaires manqués et de la façon dont son regard glissait compulsivement vers son téléphone pendant leur rare dîner en tête-à-tête. Elle s'était remariée l'année dernière avec un professeur, un homme simple qui, lui, serait à la maison tous les soirs pour dîner. Stéphane avait vu l'annonce du mariage sur les réseaux sociaux et n'avait rien ressenti d'autre qu'un vide immense, une absence de sentiment qui était peut-être pire que la jalousie ou le regret. Des collègues, il en avait, bien sûr. Une armée de gens qui respectaient son acuité commerciale, qui sollicitaient ses conseils et admiraient son leadership. Mais des amis, de vrais amis qui appelaient juste pour prendre des nouvelles, qui se souvenaient de son anniversaire ou l'invitaient à partager un repas sans arrière-pensée, cela avait disparu au fil des ans, victime collatérale de sa quête acharnée du succès. Alors, il était là, la veille de Noël, assis dehors dans le froid piquant, parce que l'idée de retourner dans sa suite d'hôtels luxueuse et impersonnelle, louée pour une tentative d'évasion pathétique, lui semblait encore plus insupportable que le froid. Il se disait qu'il faisait juste une pause dans ses achats de Noël, mais la vérité amère était qu'il n'avait personne pour qui faire des achats. Les cadeaux pour ses employés avaient été gérés par son assistante, emballés et livrés sans qu'il ait à lever le petit doigt. Stéphane regarda passer une famille. Les parents se tenaient la main, leurs enfants riaient aux éclats, tout le monde emmitouflé contre le froid et rayonnant d'un bonheur simple et évident. Il sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine, un nœud de solitude et de regret. C'était donc ça, sa vie. Le succès dans la solitude, l'accomplissement dans le vide. Il était sur le point de se lever, de retourner au bureau virtuel de son ordinateur portable où le travail, au moins, lui offrirait une distraction, quand une petite voix fluette interrompit le fil sombre de ses pensées. « Monsieur, pourquoi vous êtes tout seul ?» Stéphane baissa les yeux et découvrit une petite fille debout à côté de sa table. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Des boucles blondes s'échappaient de son bonnet en tricot, encadrant un visage curieux. Elle portait un manteau gris foncé sur une robe rouge et serrait dans ses bras un ours en peluche marron qui semblait avoir été abondamment câliné au fil du temps. « Bonjour », dit Stéphane, balayant automatiquement les environs du regard à la recherche d'un parent. « Où est ta famille ?»« Juste là. » La fillette pointa du doigt une femme à une dizaine de mètres de là, qui chargeait des sacs de courses dans le coffre d'une vieille Renault 4. « C'est ma maman. Je m'appelle Chloé Martin. Et vous ? » Stéphane. « C'est un nom très chic, » déclara Chloé avec le plus grand sérieux. « Vous attendez quelqu'un ? » ?»« Non, je prends juste un café. »« Tout seul ? La veille de Noël ?» Les yeux bleus de Chloé étaient grands ouverts,
empli de ce qui ressemblait à une préoccupation sincère et désarmante. C'est très triste. Stéphane sentit sa gorge se serrer de manière inattendue. L'innocente pitié de cet enfant le touchait plus profondément que n'importe quel discours de motivation ou article élogieux sur sa réussite. Ça va, je vais bien. Maman dit que personne ne devrait être seul à Noël. Elle dit que Noël, c'est pour la famille, l'amour et pour être tous ensemble. Chloé pencha la tête sur le côté, l'étudiant avec cette évaluation franche et sans filtre que seuls les enfants possèdent. Vous avez une famille? Pas vraiment, admit Stéphane, se surprenant lui-même par son honnêteté. C'était plus facile de le dire à cet enfant qu'à n'importe quel adulte. Alors vous devriez venir faire la fête chez moi, annonça Chloé comme si elle venait de résoudre le plus grand problème du monde. On va manger du chapon rôti et de la bûche de Noël, et maman a fait des sablés maison en forme de sapin. Vous pouvez venir. Avant que Stéphane ne puisse formuler une réponse cohérente à cette proposition surréaliste, la femme que Chloé avait désignée s'approcha, l'air à la fois désolé et légèrement inquiet. Chloé, je t'avais dit de rester près de la voiture. Je suis vraiment désolée, monsieur, dit-elle en s'adressant à Stéphane. Ma fille n'a aucune notion du danger face aux inconnus. Viens, ma chérie, n'embêtons pas ce monsieur. Mais maman, il est tout seul pour Noël. On doit l'inviter. La femme, la mère de Chloé, regarda alors Stéphane attentivement pour la première fois. Il la vit détailler son costume sur mesure, son apparence soignée, cette aura de succès qui lui collait à la peau comme une seconde nature. Son expression devint plus méfiante. Je suis sûr que ce monsieur a d'autres projets, Chloé. Non. Il a dit qu'il n'a pas de famille. Stéphane vit le visage de la femme se transformer, la sympathie luttant contre la suspicion. Il comprenait parfaitement. Il était un étranger, certes bien habillé, mais seul. Et sa fille venait de révéler au grand jour qu'il n'avait personne. La situation pouvait paraître suspecte. Ce n'est rien, dit Stéphane en se levant, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Chloé a juste été très gentille. J'apprécie l'invitation, vraiment. Mais je suis sûr que votre famille a sa propre célébration de prévue. On est juste toutes les trois, intervint Chloé. Moi, maman et mamie Monique. Mais maman dit que 3, c'est déjà une fête, alors 4, ce serait une super fête. Chloé. Dit sa mère, le ton hésitant, visiblement tiraillé entre le désir d'enseigner la générosité à sa fille et l'instinct de la protéger d'un parfait inconnu. Stéphane regarda cette femme, la regarda vraiment pour la première fois. Elle devait avoir une petite trentaine, avec des yeux fatigués qui parlaient de longues journées et de travail acharné. Son manteau était usé au coude, son jean avait vécu, ses bottes étaient éraflées, mais elle se tenait avec une dignité qui forçait le respect. Et quand elle posait les yeux sur sa fille, son visage entier se métamorphosait, irradiant un amour inconditionnel. « Je suis Stéphane Dubois », dit-il en tendant la main, décidant de briser la glace. « Je vous promets que je ne suis pas dangereux, juste un bourreau de travail sans vie sociale. Votre fille a eu pitié de moi. » La femme hésita un instant, puis lui serra la main. Sa poigne était ferme malgré sa petite main. Manon Leroy. Et oui, ma fille a l'habitude d'adopter les âmes en peine. La semaine dernière, c'était un chat. Cette semaine, apparemment, c'est vous. Stéphane se surprit à sourire, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. On m'a déjà qualifié de bien pire. Manon l'étudia pendant un long moment. Stéphane sentit le poids de son regard, un regard qui semblait chercher au-delà du costume et de la montre de luxe. Il vit le moment précis où elle prit sa décision. Peut-être était-ce la solitude qu'elle avait décelée dans ses yeux. Peut-être était-ce l'esprit de Noël. Ou peut-être était-ce simplement le fait que sa fille la regardait avec un espoir si pur et si intense qu'il était impossible d'y résister. Très bien, dit-elle finalement, sa voix douce mais ferme. Notre appartement n'a rien de luxueux. Et le dîner ne sera rien d'exceptionnel, mais vous êtes le bienvenu si vous n'avez vraiment nulle part où aller. Maman, pour de vrai? Chloé se mit à sautiller sur place, l'excitation la gagnant. Pour de vrai. Mais monsieur Dubois n'a peut-être pas envie. J'adorerais, s'entendit dire Stéphane, la spontanéité de sa propre réponse le stupéfiant. Si vous êtes sûr que je ne dérange pas. C'est la veille de Noël, dit simplement Manon. Personne ne devrait être seul.
Et c'est ainsi que Stéphane Dubois, PDG d'une multinationale valant des millions, se retrouva à suivre une vieille Renault 4 cabossée à travers la ville, en direction d'un quartier populaire de Marseille qu'il n'aurait jamais visité autrement, tenant dans ses bras un ours en peluche que Chloé avait insisté pour qu'il garde pendant qu'elle aidait sa mère avec les sacs de course. L'appartement de Manon se trouvait dans un vieil immeuble marseillais, du genre qui a du caractère mais qui aurait bien besoin d'une rénovation. L'ascenseur était en panne, alors ils gravirent les 3 étages à pied. Chloé ne cessa de bavarder pendant toute la montée, décrivant par le menu tout ce qu'ils allaient faire à la fête et à quel point Monsieur Stéphane allait adorer la bûche de Mamie Monique. L'appartement lui-même était petit, mais une chaleur et une atmosphère accueillante s'en dégageaient immédiatement. Il avait été décoré avec un soin évident malgré des ressources limitées. Un sapin de Noël se dressait dans un coin, rendu magnifique par des décorations faites à la main et des guirlandes lumineuses, malgré sa taille modeste. Les meubles étaient anciens mais propres, et partout où Stéphane posait les yeux, il voyait des signes d'amour, des photos de Chloé à différents âges, des dessins d'enfants accrochés au réfrigérateur, des piles de livres sur les étagères. Une femme plus âgée sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle avait des cheveux gris et des yeux bienveillants, et elle regarda Stéphane avec une surprise non dissimulée. « Maman, voici Stéphane Dubois. Chloé l'a invité pour le dîner. Stéphane, je vous présente ma mère, Monique Lefebvre. » Les sourcils de Monique se haussèrent, mais elle se reprit rapidement. « Eh bien, soyez le bienvenu, Stéphane. Plus on est de fous, plus on rit. Chloé, va te laver les mains. Le dîner est presque prêt. » Tandis que Chloé filait dans la salle de bain, Monique jeta un regard scrutateur à Stéphane. « J'ai élevé ma fille en lui apprenant à se méfier des inconnus. Je suppose que vous avez une bonne explication sur la façon dont vous avez atterri ici. Votre petite fille m'a trouvé en train de m'apitoyer sur mon sort devant un café, dit Stéphane avec une franchise qui le désarmait lui-même. Elle a décidé que j'avais besoin d'être secouru. Chloé a un grand cœur, dit Monique. Parfois plus grand que sa raison. Manon, tu es sûre de toi? Il est seul pour Noël, maman. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Monique hocha lentement la tête. Très bien, alors. Stéphane, j'espère que vous aimez le chapon. Le dîner ne ressemblait en rien au dîner d'affaires auquel Stéphane était habitué. Il n'y avait pas de plan de table formel, pas de conversation étudiée, pas de positionnement stratégique. À la place, il y avait Chloé qui parlait sans arrêt de sa journée à l'école maternelle, Manon qui lui rappelait gentiment de manger ses légumes, et Monique qui racontait des histoires de Noël d'antan. La nourriture était simple mais délicieuse. Un chapon rôti, peut-être un peu sec mais parfaitement assaisonné. Un gratin dauphinois dont Monique jurait qu'il était meilleur avec une double dose de crème. Des haricots verts que Chloé triait méticuleusement. Et une baguette fraîche que Manon admit venir de la boulangerie car elle avait manqué de temps pour faire du pain maison. C'était le meilleur repas que Stéphane ait mangé depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphane? Demanda Monique pendant qu'il mangeait. Vous êtes drôlement bien habillé pour quelqu'un qui n'a nulle part où aller pour Noël. Maman. Dit Manon d'un ton réprobateur. Ce n'est rien, dit Stéphane. Je dirige une société de technologie, développement de logiciels. Je suis bon dans mon travail, mais apparemment pas aussi bon pour entretenir des relations. D'où le fait de passer le réveillon seul devant un café. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Monique sans détour. Vous vous êtes tellement concentré sur le travail que vous avez oublié de vivre? Maman. C'est bon, dit à nouveau Stéphane, surpris de se sentir si à l'aise avec la franchise de cette famille. Et oui, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai bâti une entreprise, mais j'ai oublié de construire une vie. Le temps que je lève la tête, tout le monde était passé à autre chose sans moi. Il n'est pas trop tard, dit Monique. Vous avez quoi? 40, 45 ans. 41. Largement le temps de réparer les choses. Si vous le voulez. Vous voulez réparer les choses? Demanda Chloé, ses yeux bleus fixés sur lui avec un sérieux d'adulte. Stéphane regarda cette petite fille qui avait vu un étranger solitaire et avait décidé de l'aider. Oui, dit-il doucement. Je crois que oui. Après le dîner, ils passèrent dans le petit salon. Chloé insista pour que Stéphane s'assoie dans le meilleur fauteuil, un fauteuil inclinable usé qui était clairement la place habituelle de Monique, pendant qu'elle lançait son film de Noël préféré.
Manon apporta des sablés et du chocolat chaud, s'excusant que les biscuits n'étaient pas faits maison car elle avait travaillé tard toute la semaine. Je suis infirmière au centre hospitalier régional, expliqua-t-elle. On est toujours en sous-effectif pendant les fêtes, alors j'ai fait des gardes doubles. Mon ex-mari n'aide pas beaucoup pour les dépenses, alors. Elle haussa les épaules, sans apitoiement, énonçant simplement les faits. Je trouve ces sablés parfaits, dit Stéphane, et il le pensait sincèrement. Pendant qu'il regardait le film, Chloé migra progressivement de sa place sur le tapis jusqu'aux genoux de Stéphane, son ours en peluche serré dans ses bras. Elle s'endormit à mi-parcours, et Stéphane se retrouva à tenir cette petite enfant confiante, sentant quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait eu besoin de lui pour autre chose qu'une décision commerciale? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait désiré sa présence, juste pour le plaisir de l'avoir là? Je peux la prendre, murmura Manon, remarquant que Chloé dormait. C'est bon, dit Stéphane. Elle est bien où elle est. Une fois le film terminé, Monique déclara qu'il était l'heure pour elle d'aller se coucher et disparut dans l'une des deux chambres. Manon apporta un autre café, et elle et Stéphane parlèrent tranquillement pendant que Chloé dormait, son petit poids chaud et solide sur ses genoux. Je suis désolé si nous vous avons pris en embuscade, dit Manon. Chloé part d'une bonne intention. Mais je sais qu'avoir un inconnu dans notre appartement n'est probablement pas la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Je suis heureux qu'elle l'ait fait, dit Stéphane avec honnêteté. J'étais assis à ce café, en train de penser à comment j'avais réussi à obtenir tout ce que je croyais vouloir pour finir avec rien de ce qui compte vraiment. Votre fille m'a rappelé que les gens font encore des gestes bienveillants, que la générosité existe toujours. Elle est spéciale, dit Manon, sa voix douce et remplie d'amour. Après le départ de son père, après qu'on a perdu la maison et qu'on a dû déménager ici, j'étais tellement en colère. En colère contre lui, contre le monde, contre l'injustice de tout ça. Mais Chloé n'a jamais perdu sa joie. Elle s'est adaptée. Elle a tiré le meilleur parti de la situation. Elle a trouvé le bonheur dans les petites choses. C'est elle qui m'a appris à faire ça aussi. Quel âge avait-elle quand il est parti? 2 ans. Il a dit que la paternité n'était pas ce à quoi il s'attendait, qu'il avait fait une erreur, qu'il avait besoin de se trouver. Aux dernières nouvelles, il s'est trouvé en Arizona avec une nouvelle petite amie et aucun intérêt pour sa fille. La voix de Manon était factuelle, mais Stéphane entendait la vieille douleur sous-jacente. On s'en sort très bien sans lui. Vous faites un travail incroyable. Chloé est formidable. Merci. Ça me touche beaucoup. Ils parlèrent pendant une autre heure, du travail de Manon à l'hôpital, de l'entreprise de Stéphane, des défis de la monoparentalité et du vide du succès sans connexion humaine. Stéphane se surprit à partager des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, ses regrets concernant son mariage, sa solitude, sa prise de conscience croissante qu'il avait vécu sa vie de la mauvaise manière. Il n'est pas trop tard, dit Manon, faisant écho aux paroles de sa mère. On peut changer de direction à tout moment. Il faut juste avoir le courage d'admettre qu'on veut quelque chose de différent. Finalement, Stéphane dut partir. Manon transféra doucement Chloé dans son propre lit, et la petite fille s'agita juste assez pour murmurer « Vous reviendrez, monsieur Stéphane ? Pour d'autres fêtes ?» J'aimerais beaucoup, dit Stéphane, surpris de la sincérité de ses propres mots. Manon le raccompagna à la porte. Merci d'avoir été si gentil avec Chloé ce soir. Et d'avoir été honnête avec nous. Je sais que notre petit appartement et notre dîner simple n'étaient probablement pas ce à quoi vous êtes habitués, mais... C'était parfait, l'interrompit Stéphane. Vraiment. Ça a été le meilleur réveillon de Noël que j'ai passé depuis des années, peut-être même de toute ma vie. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, dit Manon. Chloé va certainement demander après vous. Et j'ai appris qu'il est plus simple de céder à ce qu'elle veut. Stéphane partit cette nuit-là avec le numéro de Manon dans son téléphone et une invitation à passer le jour de Noël s'il le souhaitait. Et il le souhaitait, plus que tout. De retour dans sa suite d'hôtel impersonnel, Stéphane regarda autour de lui le mobilier design, la salle de bain en marbre qu'il utilisait à peine, la chambre qui ressemblait plus à une vitrine de magazine qu'à un lieu de vie. Tout était parfait, magnifique et complètement vide. Il pensa au petit appartement de Manon, aux meubles usés, aux décorations faites à la main et à l'amour qui remplissait chaque recoin. Il pensa à Chloé s'endormant sur ses genoux avec une confiance absolue.
Il pensa à la sagesse sans phare de Monique et aux yeux fatigués mais toujours bienveillants de Manon. Il pensa à ce qu'était la vraie richesse et réalisa qu'elle n'avait rien à voir avec son compte en banque. Le jour de Noël, Stéphane se présenta à l'appartement de Manon avec plus de nourriture que 3 personnes ne pourraient raisonnablement en manger, un jambon de Noël glacé d'un traiteur réputé, des accompagnements raffinés et des pâtisseries fines de la meilleure boulangerie de la ville. Il avait aussi apporté des cadeaux, une trousse de secours professionnel pour Manon, un châle en laine chaude pour Monique, et pour Chloé, une collection de livres et un nouvel ours en peluche pour tenir compagnie à l'ancien. « Vous n'auriez pas dû faire tout ça, » protesta Manon, mais elle souriait. « Je voulais le faire, » dit simplement Stéphane. « Vous m'avez invité chez vous. Vous avez partagé votre famille avec moi. C'est le moins que je puisse faire. » Chloé fut ravie de ces cadeaux. Mais ce qui semblait l'enthousiasmer le plus, c'était simplement qu'il soit revenu. « J'avais dit à maman que tu reviendrais, » annonça-t-elle. « J'ai dit que monsieur Stéphane était gentil et qu'il reviendrait pour d'autres fêtes. » Au cours des mois suivants, Stéphane revint. Pas tous les jours, mais régulièrement. Il faisait l'aller-retour entre Paris et Marseille les week-ends, apportant parfois le dîner, parfois venant simplement passer du temps avec Chloé pendant que Manon travaillait. Il aida Chloé à faire des projets artistiques, lui lut des histoires avant de dormir, assista à ses spectacles de l'école maternelle. Lui et Manon se rapprochèrent également. Ce qui avait commencé comme une amitié se transforma progressivement en quelque chose de plus profond. Ils eurent des rendez-vous, de vrais rendez-vous, où Stéphane éteignait son téléphone et se concentrait entièrement sur la femme en face de lui. Ils parlèrent de leur passé, de leurs erreurs, de leurs espoirs pour l'avenir. 6 mois après cette veille de Noël, Stéphane prit une décision. Il ne quitta pas son emploi. Il était toujours bon dans ce domaine, y trouvait toujours de la satisfaction, mais il restructura sa vie. Il engagea un directeur des opérations pour gérer le quotidien. Il fixa des limites à ses heures de travail. Il arrêta de vérifier ses emails au dîner et de prendre des appels pendant les histoires de Chloé. Il acheta aussi une maison, non pas une vitrine, non pas un symbole de statut, mais un foyer. Une maison de campagne en Normandie. Elle avait 4 chambres, un grand jardin et une cuisine assez grande pour les dîners de famille. C'était un havre de paix, un lieu pour construire une vie, pas seulement une carrière. Un an jour pour jour après cette veille de Noël, Stéphane et Manon se marièrent lors d'une petite cérémonie dans le jardin de leur nouvelle maison. Chloé fut la petite demoiselle d'honneur, portant son ours en peluche d'origine dans l'allée avec un grand sérieux. Monique se tenait aux côtés de Manon comme témoin, épongeant ses larmes et déclarant qu'elle avait su depuis le début que Stéphane était un homme bien. Dans ses vœux, Stéphane parla de s'être perdu et d'avoir été retrouvé, d'une petite fille qui avait vu un étranger solitaire et avait décidé de l'aider, d'apprendre que la vraie richesse n'avait rien à voir avec l'argent et tout à voir avec les gens que l'on aime. « Je pensais tout avoir, » dit-il en regardant Manon et Chloé. « Mais je n'avais rien. Vous m'avez appris ce qui compte vraiment. Vous m'avez donné une famille, un foyer, une raison de quitter le bureau à 17h. Vous m'avez sauvé la vie. On s'est sauvé l'un l'autre, » dit Manon dans ses vœux. Tu as donné à Chloé le père dont elle avait besoin. Tu m'as donné un partenaire, quelqu'un qui est là et qui reste. Tu nous as apporté la sécurité, la stabilité et l'amour. Nous nous en sortions avant, mais maintenant, nous nous épanouissons. Des années plus tard, quand Chloé fut plus âgée et qu'elle posait des questions sur la rencontre de ses parents, il lui racontait cette veille de Noël, l'histoire d'un PDG solitaire assis devant un café et d'une petite fille qui avait décidé qu'il avait besoin d'une invitation. Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et tu l'as aidé, disait Manon. C'est ça, la compassion. Je n'essayais pas d'aider, protestait toujours Chloé. Je pensais juste qu'il avait l'air triste et que tout le monde devrait avoir une fête à Noël. Parfois, la meilleure aide, c'est quand on n'essaie pas d'aider, disait Stéphane. Parfois, c'est juste de voir quelqu'un et de décider qu'il compte. Car c'est ce que Chloé avait fait. Elle avait vu un étranger, un homme qui avait tout et rien à la fois. Et elle avait décidé qu'il comptait assez pour l'inviter chez elle. Elle lui avait offert sa famille, son dîner de Noël, sa joie simple, et ce faisant, elle lui avait donné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel contrat commercial ou investissement. Elle lui avait donné une raison de rentrer à la maison. Stéphane n'oublia jamais cette veille de Noël. Il ne tint jamais pour acquis le cadeau que cette petite fille lui avait fait. Chaque année, la veille de Noël, il emmenait Chloé, et plus tard les jeunes frères et sœurs de Chloé, dans ce même café en Provence,
et il cherchait quelqu'un assis seul. Parfois il trouvait quelqu'un, parfois non, mais il regardait toujours. Car Chloé lui avait appris que parfois, la chose la plus importante que l'on puisse faire, c'est de voir la solitude de quelqu'un et de décider d'y faire quelque chose.